Bonjour. 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 Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer notre webinaire. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire co-organisé par APAV et 6x7, consacré à l'attractivité des territoires et à la manière dont l'analyse de données peut aider les collectivités à mieux la comprendre, la mesurer et la piloter. Donc, 6x7, c'est la filiale data science et intelligence artificielle d'APAV depuis 2021. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment d'échange autour d'un enjeu essentiel pour les élus et les acteurs du développement territorial. Donc, comment disposer d'une vision claire, partagée et objective de l'attractivité de son territoire afin de mieux orienter les politiques publiques. Donc, pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Rio, Customer Success Manager chez 6x7, qui accompagne du coup les collectivités dans la mise en place du cadran et dans la valorisation de leurs données territoriales, ainsi que Caroline Lenorès, chargée d'études économie, formation et handicap chez Audelor, qui partagera son retour d'expérience dans le cadre de travaux menés à l'échelle du pays de Lorient. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations sur le déroulé de ce webinaire. Donc, vous pouvez formuler toutes vos questions via le module questions qui est accessible en bas à droite de votre écran. Et à la fin du webinaire, du coup, on aura un temps spécifique où Caroline et Fanny pourront répondre à toutes vos questions. Et également, afin de mieux vous connaître et mieux répondre à vos questions, nous allons vous poser tout au long du webinaire des petites questions sous forme de sondage. Donc, au programme de ce webinaire, dans un premier temps, nous parlerons de comment utiliser et structurer la donnée. Ensuite, pourquoi mesurer l'attractivité d'un territoire. Enfin, les apports concrets pour Audelor. Et ensuite, nous aurons un petit temps de conclusion et d'échange. Donc, je vais laisser la parole, du coup, maintenant à Fanny. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'ouvrir ce webinaire aujourd'hui et de commencer en posant les bases d'un sujet qui est devenu incontournable pour les collectivités, notamment pour les EPCI, c'est comment utiliser et structurer la donnée. Et je crois qu'on a déjà une première question pour vous. Tout à fait. Du coup, première question. Dans votre territoire, à quoi sert concrètement la donnée au quotidien? Donc, à orienter les décisions publiques, à valoriser l'image et l'attractivité du territoire, à créer du lien entre les acteurs ou alors à mesurer et objectiver les politiques mises en œuvre. On vous laisse du coup quelques secondes pour pouvoir répondre à la question. On va pouvoir continuer, je pense, et vous pouvez, il me semble, continuer à répondre à la question si vous le souhaitez. Du coup, il faut savoir que les collectivités produisent, manipulent une quantité de données croissante. Voilà, on peut avoir aussi bien des données territoriales, démographiques, économiques, sociales, environnementales. Bref, la donnée, elle est partout. Mais avant d'envisager tout ce qui va être tableau de bord, croisement de données, projet d'intelligence territoriale, eh bien, il y a une condition qui est essentielle, c'est de structurer la donnée pour qu'elle soit utile, fiable et exploitable. Donc, on va avoir une deuxième petite question de sondage pour vous. La question, diriez-vous que votre collectivité exploite déjà ces données pour piloter l'attractivité? Donc, oui, de manière structurée, oui, mais de façon ponctuelle, encore, mais nous aimerions le faire, ou alors pas du tout. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. On va pouvoir continuer, je pense, Fanny. Du coup, oui, alors je continue sur structurer la donnée.
C'est vrai que c'est un enjeu organisationnel avant d'être technique. Ce qui est important pour une collectivité, c'est de structurer la donnée et ça revient à répondre à 3 grandes questions. Premièrement, eh bien, quelles données collectons-nous et pourquoi? Le premier réflexe, ça va souvent être de vouloir bien, tout collecter, les données sur l'habitat, les mobilités, l'environnement, l'économie, la culture. Mais il est important de cibler les données qui servent réellement les priorités du territoire. Par exemple, ça peut être accompagner la transition écologique, piloter le plan climat, anticiper tout ce qui va être évolution démographique, suivre les offres de services publics ou encore soutenir le développement économique local. La seconde question à se poser, c'est comment collectons-nous et auprès de qui? Il faut savoir qu'effectivement, la donnée des EPCI, elles proviennent de sources multiples, aussi bien des services internes, des communes membres, de partenaires institutionnels, d'opérateurs, d'observatoires ou encore de l'open data. Et l'enjeu, ça va être d'harmoniser et de fiabiliser la collecte en créant un langage commun entre services et acteurs du territoire. Et pour finir, on va se poser la question comment on les organiser et les rendre accessibles. La donnée, elle va être utile si elle est lisible et partageable. Ça implique de définir des standards communs. Quel format on lui donne, la définition, la fréquence de mise à jour, mais aussi de centraliser les données pour éviter les dispersions entre les différents services et de documenter toutes les sources pour assurer la continuité malgré parfois les services et les équipes qui connaissent des mobilités. Bien structurer les données, c'est donc permettre avant tout leur exploitation durable, éviter qu'elles dorment dans des tableurs ou des dossiers personnels. On a une troisième petite question pour vous. Selon vous, quel est le principal frein à l'usage des données dans les collectivités? Donc, en premier, le manque des ressources humaines ou de compétences, l'accès ou la qualité des données, le manque de temps, le manque de culture data dans les services ou alors l'absence d'outils adaptés. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Alors, il est vrai que l'appropriation des données, ça reste encore un défi parce que les principaux obstacles dans les collectivités vont être multiples. On peut déjà faire face au manque de compétences en matière de traitement et d'analyse des données, au manque de temps aussi ou au manque d'outils adaptés pour rendre les données exploitables. Pour conclure, je dirais qu'utiliser et structurer la donnée dans les collectivités, ce n'est pas seulement une question d'outils, c'est avant tout une démarche qui doit être collective, transversale et progressive. Ça nécessite forcément de la méthode, une coopération entre services et un changement de culture. Ça va être de passer d'une donnée subie à une donnée qui devient un levier de pilotage territorial. Nous avons une petite question pour vous. Comment le traitement et l'analyse des données sont-ils organisés au sein de votre collectivité? Donc, chaque service traite ses propres données en interne ou alors le traitement est centralisé par un organisme externe? On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Fanny, je pense que tu peux continuer. Ouais. Alors du coup, pour illustrer concrètement comment cette structuration elle peut se mettre en place, se traduire sur le terrain, je vais maintenant laisser la parole à Caroline qui va partager avec vous son expérience. Et déjà, je vais avoir une première question pour toi, Caroline. Qu'est-ce qui importe dans le traitement de la donnée? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fanny, bonjour Anaïk. Merci pour ce webinaire et pour votre sollicitation. Alors, qu'est-ce qui importe dans le traitement de la donnée? Moi, j'ai envie de dire que la première réponse, un premier élément de réponse, tu l'as déjà évoqué dans ta présentation, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que l'on veut savoir ou qu'est-ce que l'on veut démontrer avec la donnée? Est-ce que alors, je vais prendre des exemples par rapport à mon expérience de chargée d'études au sein d'une agence d'urbanisme, donc Audelor, agence d'urbanisme et de développement économique du Pays d'Orient Quimperlé. Donc, on a différents objectifs qui peuvent être poursuivis en fonction des études. On peut être sur la recherche d'une vision partagée
la vision partagée sur une thématique, sur un territoire. Donc, moi, je fais régulièrement des portraits de territoire. Alors, moi, j'ai le prisme économique, économie-emploi. Donc, on me réclame régulièrement effectivement des portraits. Donc, la photographie d'un territoire, du territoire à un instant T. C'est quoi les secteurs dominants? C'est quoi le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises, les secteurs représentés? Donc, on peut être sur effectivement une vision partagée d'un territoire ou d'une thématique. On peut être également sur des évolutions de long terme, où on va regarder comment a évolué, alors si je garde mon prisme emploi, hein, le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises sur 5, 10, 15, 20 ans, pour identifier les tendances à l'œuvre sur un territoire, les ruptures éventuellement, les évolutions de long terme. Et puis, on a une approche conjoncturelle où là, on va regarder ce qui s'est passé. Alors, sur les données statistiques, en général, si on arrive à regarder à 3 mois, voilà, c'est déjà pas mal. Les données de conjoncture, on a finalement assez peu de données de conjoncture de très courte durée. Alors, l'INSEE en produit quelques-unes sur le climat des affaires à l'échelle nationale, mais à l'échelle des territoires, on va être souvent sur du trimestriel, sur les données emploi, par exemple. Là, on a les données emploi du deuxième trimestre 2025 qui nous sont proposées par l'URSSAF Bretagne. Donc, voilà, des données plutôt conjoncturelles de court terme, avec toute la réserve autour de ces données-là, puisqu'il y a des évolutions qu'on a souvent du mal à expliquer, et il faut un peu de recul par rapport à ces données-là. Et il y a un dernier objectif qui peut être aussi visé par l'exploitation des données, c'est plutôt se projeter dans l'avenir, alors que ce soit à travers des démarches de projection ou des démarches de prospective. Donc là, on va regarder les tendances de long terme et puis on va ou faire des projections ou faire des hypothèses en fonction de ce que l'on sait d'une thématique donnée. Mais voilà, on a un peu 4 types d'objectifs par rapport à cette question du traitement de la donnée. Ok. Donc, une fois que vous avez déterminé vos objectifs, toi ou l'équipe, une fois que ce travail est fait, comment tu partages et tu rends lisible justement toutes ces données que tu as concaténées et agrégées? Qu'est-ce que tu en fais après? Alors, on va identifier les sources, les sources les plus pertinentes. On va collecter la donnée qui peut avoir des formes très diverses et variées. Et derrière, c'est tout le travail d'analyse et de mise en forme. Et il y a un enjeu sur la mise en forme en termes d'appropriation de la donnée, puisque aujourd'hui, il y a une multitude d'informations, on est bombardé d'informations, de données. Et l'enjeu pour nous, chargés d'études, c'est d'extraire les informations stratégiques de ces données-là. Donc, c'est le cœur de métier du chargé d'études. Et j'ai un responsable qui me dit souvent, il faut savoir arrêter une étude, parce que de la donnée, on peut en collecter à l'infini. Ouais. Et on peut vouloir se rassurer en allant chercher une donnée complémentaire, mais à un moment donné, il faut arrêter le travail, en tirer des conclusions pour pouvoir éclairer, puisque l'objectif, c'est quand même éclairer la prise de décision des décideurs du territoire. Alors nous, on a plutôt des décideurs publics, mais on peut aussi accompagner des chefs d'entreprise, puisque sur la structure pour laquelle je travaille, on a aussi de l'accompagnement d'entreprises sur le territoire. Donc nos travaux peuvent aussi alimenter la prise de décision de décideurs privés. Et là, la forme, elle peut être assez diverse. Alors quand on est sur une vision partagée, là je suis en train de réaliser une étude sur l'impact des activités de défense sur le territoire. On est plutôt sur une étude un peu conséquente avec une publication qui va être importante, puisque on pose les choses, on veut avoir une vision partagée un peu exhaustive de ce qui se passe. Donc, ça peut être des publications un peu importantes, ou on peut être sur des tableaux de bord beaucoup plus synthétiques. Sur le secteur du tourisme, par exemple, on a des tableaux de bord trimestriels où là, on va regarder les nuitées réalisées sur le territoire, donc des tableaux hyper synthétiques qui vont permettre une lecture très rapide des données. Et puis, il y a des présentations que l'on fait dans le cadre d'instances
plutôt de suivi de la conjoncture du territoire, où là, on va être sur des présentations orales. Alors, moi, souvent, je fais une présentation des grands indicateurs et puis on va croiser avec le ressenti des acteurs du territoire, ce qui permet d'avoir, au-delà de la donnée statistique, de pouvoir nuancer ou de pouvoir confirmer des tendances qui émergent à travers la donnée statistique. Ouais, d'accord. Ok. Du coup, on va poursuivre sur une thématique un peu plus détaillée de la donnée. Donc, pourquoi mesurer l'attractivité de son territoire? Et juste avant d'aborder ce sujet, on va vous proposer un nouveau sondage. Donc, on va avoir la question 5. Donc, quand on parle d'attractivité territoriale, quel aspect vous semble prioritaire à mesurer? Vous pouvez normalement en sélectionner plusieurs. Donc, l'emploi et l'économie, la qualité de vie et les services, le logement et les mobilités, l'image et la notoriété du territoire ou alors le tourisme. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. On va pouvoir continuer, Fanny. Oui, très bien. Du coup, moi, j'aimerais poursuivre au vu de mon expérience et bien du travail que je mène au quotidien avec les collectivités sur les sujets justement liés à l'attractivité territoriale, aborder un angle qui va être plus spécifique qu'elle a donné au service de l'attractivité des territoires. C'est un sujet que je connais bien, car derrière chaque démarche d'attractivité, que ça concerne l'accueil de nouveaux habitants, le développement économique, le tourisme ou la valorisation de l'image du territoire, il y a toujours une question centrale, c'est comment mesurer, objectiver et piloter cette attractivité. Cette question, elle nous amène directement à la donnée. Comme on le disait en introduction, quelles données utiliser, comment les fiabiliser et comment en faire un véritable outil d'aide à la décision. Mesurer l'attractivité d'un territoire, ça va être essentiel pour comprendre sa capacité à attirer et à retenir des habitants. Mais ça peut être aussi à retenir tout ce qui va être entreprise, talent, à faire venir les touristes ou les nouveaux investissements. C'est une démarche qui va être stratégique pour les collectivités ou les régions qui souhaitent piloter leur développement et améliorer leur compétitivité. Les principales raisons de le faire, comme vous voyez, ça peut être déjà d'orienter tout ce qui va être politique publique, en identifiant les forces, les faiblesses du territoire, sur le biais de l'économie, du cadre de vie, de la mobilité, du service. Définir des priorités d'action. Est-ce qu'on se concentre plutôt sur la question du logement, de l'emploi, de la formation, des infrastructures, de l'environnement? Enfin voilà, tout un panel d'objectifs et du coup, adapter ces stratégies d'aménagement et d'investissement à la réalité du terrain. Ça permet aussi de renforcer sa compétitivité économique, à savoir est-ce que le territoire est attractif pour tout ce qui va être entreprise, investisseurs. Ça permet aussi d'améliorer le marketing territorial, la promotion économique et puis attirer tout ce qui va être de l'ordre des nouveaux projets qui vont être créateurs de valeur et d'emplois. Ça permet aussi d'attirer et de fidéliser les populations et souvent de comprendre pourquoi les habitants s'installent, restent ou s'en vont, mais aussi de développer une qualité de vie et des services publics qui vont être en phase avec tout ce qui est attente de la population sur les questions de logement, de la santé, de l'éducation, de la culture. Et ça va être de lutter contre un phénomène un peu présent aujourd'hui, contre la désertification ou le vieillissement de certaines zones. Ça permet aussi de mesurer l'image et la notoriété du territoire, d'évaluer comment le territoire il est perçu à l'extérieur, sa réputation, son attractivité touristique, son image de marque. Ça permet de comparer sa position dans des classements nationaux, des palmarès, et puis d'ajuster sa communication institutionnelle ou sa stratégie de marque territoriale. Pour finir, ça permet enfin de suivre tout ce qui va être évolution et mesurer l'impact des actions en disposant d'indicateurs de suivi sur l'emploi, la population, le tourisme, l'investissement, l'innovation, en évaluant
tout ce qui est résultat des politiques publiques dans le temps, en favorisant aussi une culture de l'évaluation et de la performance territoriale. En résumé, quand on veut mesurer l'attractivité, c'est pour piloter son territoire de façon éclairée. Ça permet d'agir efficacement pour le rendre plus compétitif, plus agréable à vivre, plus visible à l'échelle nationale. Et c'est pour cela que chez 6x7, eh bien, on a développé un tableau de bord qui est un outil de mesure d'attractivité, le cadran, et qui mesure en continu les impacts des politiques publiques et qui permet donc un pilotage efficace des territoires, un outil d'ailleurs que Caroline connaît très bien puisque tu es une de nos plus anciennes utilisatrices. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment tu traites de la donnée et comment tu abordes le sujet de l'attractivité, justement? Vaste sujet. Alors, traiter la donnée pour effectivement mesurer l'attractivité. Alors, par rapport justement au petit sondage, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire? Donc, c'est tout. En fait, tout ça fait l'attractivité d'un territoire. Après, ce que moi j'ai trouvé intéressant avec le cadran, c'est que à la fois, ça nous a questionné sur qu'est-ce qui fait l'attractivité du territoire, comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on identifie aussi des nouveaux vecteurs d'attractivité. Et c'est vrai que, alors je vais me projeter dans un temps un peu en arrière, un peu lointain, quand on parlait d'attractivité il y a encore 15-20 ans, les infrastructures numériques n'étaient pas, en tout cas pour le volet entreprise, n'étaient pas forcément prioritaires. Aujourd'hui, la question des infrastructures numériques, le nombre d'antennes relais, qui sont identifiées dans le cadre du cadran, par exemple, ça fait partie des dimensions qui sont importantes en termes d'attractivité, surtout quand on parle d'attractivité pour les entreprises. De la même façon, plutôt pour les populations, la question de la préservation de l'environnement et des politiques de préservation de l'environnement, ça fait aussi partie des dimensions qui sont des éléments d'attractivité pour les territoires. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait l'attractivité? Il faut régulièrement se poser la question, je trouve, de qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire et du coup, quelles sont les données disponibles pour mettre en lumière les forces ou les enjeux et les défis à relever pour les territoires. Et dans le cadran, une des dimensions qui est aussi intéressante, c'est que, comme tu dis, je suis une vieille utilisatrice du cadran. On a pu voir aussi des choses évoluer dans le temps. Alors, avec la mise en place de nouveaux indicateurs, mais avec des indicateurs qui peuvent évoluer aussi sur la période. Je pense entre autres aux questions de l'immobilier, où on a vu... alors, c'est un peu le mauvais point du territoire, enfin, en tout cas un enjeu et un point de vigilance pour le territoire, l'attention sur l'immobilier, et c'est vrai que ça fait partie des dimensions qui vont ressortir fortement à travers le cadran, sachant que, alors c'est déjà des choses qu'on suivait, mais là, voilà, ça ressort fortement. Et en plus, un autre intérêt, c'est la comparaison de territoires. C'est vrai qu'une donnée, dans l'absolu, elle ne nous dit pas forcément grand-chose. Tout le monde beaucoup de territoires vont dire on a un superbe cadre de vie ou voilà, on a des services, mais de pouvoir aussi comparer avec les territoires, ça permet de se positionner et d'identifier les singularités. Et alors moi, je prends toujours l'exemple de l'attractivité touristique qui est mesurée dans le cadre du cadran, qui n'est pas forcément une dimension qui est mise en avant ou qui est historique sur le territoire lorientais. C'est vrai que la dimension touristique n'avait pas été forcément beaucoup travaillée historiquement sur le territoire, et on s'est rendu compte à travers le cadran qu'on était plutôt très bien positionné, que ce soit, mais Fanny va vous l'expliquer, je pense, dans notre groupe de comparaison ou même à l'échelle nationale. On a, voilà, ça a été vraiment une surprise, un révélateur des caractéristiques du territoire. Et c'est vrai que ça permet de relativiser aussi un certain nombre de choses
quand on se compare à d'autres territoires. Moi, je dis souvent, on se regarde, on se désole, on se compare, on se console. Quelque part, voilà, parfois, ça permet voilà, de relativiser certaines difficultés du territoire, de prendre conscience d'atouts du territoire. Et nous, ça nous a challengé à la fois sur la façon qu'on avait de traiter certaines informations, la veille sur des sources qui émergent, sur des nouvelles préoccupations. Donc voilà, autour de l'attractivité et le partenariat avec le cadran nous a permis voilà, de renforcer un peu le travail autour de l'attractivité. Oui, et puis comme tu me disais, d'identifier aussi des EPCI pour lesquels vous n'aviez pas forcément eu la connaissance du fait que vous étiez similaire d'après la donnée, notamment sur le tourisme. Parce que tu disais que quand parmi nos échanges, nos nombreux échanges qu'on peut avoir, du coup, avant, vous vous compariez par rapport à une EPCI qui finalement, vous n'étiez pas vraiment comparable. Vous aviez trouvé d'autres EPCI pour lesquels ça vous avait un petit peu rassuré sur justement le volet touristique. Tout à fait. Effectivement, le fait d'être dans un groupe d'intercommunalité comparable, alors nous, on avait déjà identifié des panels de territoires auxquels on avait pris l'habitude de se comparer, effectivement, pour pouvoir se positionner. Mais là, ça nous a élargi les perspectives et le panel. Sur les voisins ou la région. Voilà, pas uniquement sur les voisins. Ça nous a permis de nous comparer à un échantillon un peu plus large et du coup, de mettre en lumière... alors plutôt des aspects positifs, parce que pour le coup, le territoire est plutôt bien classé en termes d'attractivité. En tout cas, dans l'échantillon, enfin dans le panel, le groupe de comparaison. Notre groupe de comparaison, les résultats sont plutôt bons. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments de comparaison, puisque effectivement, la donnée dans l'absolu n'est pas toujours très explicite. Ouais, ok, super. Et bien, du coup, pour revenir sur le cadran, c'est effectivement un observatoire des territoires qui va analyser tout ce qui est les données des 1232 EPCI grâce à 170 indicateurs qui proviennent de 40 sources de données et qui va être mensuellement mise à jour. Pour mieux comprendre de quoi on parle, je vous propose de poursuivre sur une démo en direct. Et je vais pour cela partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est visible? Alors, pas moi, mais... Pas vous. Donc, ça n'est pas. Alors, tac. Je vais recommencer. C'est bon, ça marche. Alors, du coup, voilà un petit peu comment ça se présente. Par exemple, quand je suis sur Lorient Agglomération. On va dire que c'est comme si je rentrais sur la plateforme de Caroline. On va avoir effectivement tout ce qui est onglet et bien sûr le dessus, qu'on pourra aller voir un peu plus en détail. Mais déjà, on va arriver sur une page d'accueil qui va reprendre un petit peu sur la gauche, vous voyez, toutes les notes d'attractivité du territoire. Donc, on a compartimenté en fait toutes les données sur le cadran. Voilà, on ne les a pas juste mis sur un tableau de bord, on les a compartimentées par thème. Donc, on a le thème résidentiel, le thème touristique et le thème économique. Et il faut savoir que donc, ces trois moyennes viennent pondérer et créer du coup le score d'attractivité global. Donc là, on est sur des mises à jour mensuelles, donc on va être sur des scores qui vont dater de septembre. Et donc en face, on va aussi tous les mois un petit peu voir comment on évolue au sein des classements. Donc comme on disait, nous, on vient scanner la France entière. Donc, les 1232 EPCI, et du coup, ça nous permet effectivement de dresser un classement. Là, Lorient, on va être 33e sur les 1232, et comme vous disait Caroline, on a constitué, d'après 17 indicateurs, des groupes de comparaison. Donc, on a découpé la France en 18 groupes pour pouvoir, en fait, ranger les EPCI dits
similaires dans leur groupe. Et pour répondre à une problématique que certaines collectivités rencontraient, c'est qu'elles avaient énormément de mal à identifier d'autres EPCI similaires, hormis un petit peu leurs EPCI voisins ou au sein de la région. Mais des fois, on a aussi un petit peu besoin de voir ce qui se passe au-delà des frontières qu'on connaît et puis sur le territoire national. Donc effectivement, on a le classement ici, on a 94 EPCI similaires dans le groupe de Caroline et donc de Lorient, et donc ils vont être 5e sur l'attractivité globale. Et vous avez à chaque fois les places du classement qui vont se retrouver en face de chaque thème. Vous avez aussi le classement national avec toutes les EPCI qui va se trouver juste en dessous, et puis le classement au sein du groupe suivant le thème sélectionné. Donc là, on est sur la partie accueil. Après, si on va aller voir un petit peu comment on calcule ce score d'attractivité, il faut se rendre sur l'onglet qui va nous intéresser. Le thème résidentiel, par exemple, va en fait reprendre tous ces indicateurs ici. Et là, on va avoir 2 grilles de lecture. Par exemple, sur l'emploi, j'ai 3,9. Ça va correspondre à la note d'attractivité de l'emploi de Lorient Agglomération. Le 3,1, c'est un indicateur qui identifie la moyenne du groupe de comparaison. Et ensuite, vous avez un jeu de couleurs ici qui se rapporte un petit peu à la moyenne nationale. Donc, quand on est dans les verts, comme on voit le portrait de Lorient, on a au moins la moitié en vert, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne nationale. Quand on bascule dans les jaunes, orange, rouge, là, c'est qu'on est un petit peu en dessous quand même. Donc, on a 2 grilles de lecture, comment on se comporte vis-à-vis de PCI similaires et vis-à-vis du national. On rappelle toujours une règle de pondération, à savoir que l'emploi, l'éducation et la santé vont peser pour 10% dans la moyenne, quand les soins spécifiques et le social vont peser pour 2%. Et puis après, vous avez la possibilité d'aller voir le détail de chaque indicateur. Et là, on a constitué des graphiques qui vont être plutôt ludiques et interactifs, qu'on peut aller voir en détail. À savoir aussi que chaque indicateur, et ça c'est très important, pour pouvoir justement suivre un petit peu sa donnée, on a des petites infobulles. Et les infobulles reprennent en fait les définitions des indicateurs, mais surtout la source et la date de la mise à jour. Et donc ça va être important quand on va faire, comme Caroline, des tableaux de bord ou des infographies. Et donc voilà, je peux aller voir le détail de chaque indicateur, de ce qui m'intéresse. On a toujours mon chiffre exact. On a aussi l'indicateur de la moyenne du groupe. Et puis, qui se présente alors soit sur point vert quand il s'agit de graphique, ou bien entre parenthèses, juste en dessous de l'indicateur en question. Entre parenthèses, c'est la moyenne du groupe. Et ce qui va se trouver en dessus, au-dessus et de façon colorée, ça va être l'indicateur de Lorient. Et puis voilà, on va aller pouvoir voir le détail de chaque indicateur. Donc, on ne va pas aller analyser tout le territoire parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais tout ce qu'on peut trouver. Et puis, effectivement, on revient sur le volet un petit peu immobilier. Mais voilà, on sait que sur le territoire, on est sur... on passe un petit peu une crise. Et effectivement, ça se reflète sur le cadran. Pour le tourisme, comme on évoquait un peu plus en détail Caroline, on a tout ce qui va être aussi les infrastructures dites de loisirs touristiques, et puis les hébergements, la répartition en fait des hébergements touristiques sur le territoire. On va prendre aussi en compte tout ce qui va être l'accessibilité et sa topographie. Et puis sur la partie économie, je vais un peu vite, mais il ne faudra pas hésiter si vous avez besoin d'une démo vis-à-vis de votre collectivité. On peut aller voir ça un peu plus en détail. Il ne faudra pas hésiter à nous le dire. On vous recontactera. Mais voilà, on a ce type d'indicateur. Donc là, on est plutôt pas mal. On est beaucoup en vert avec des très bonnes notes d'attractivité. Et puis, on va aller voir pour cela tout ce qui va être attrait à la santé des sociétés.
voilà, la répartition des étudiants sur le territoire par établissement de formation, tout ce qui va être attrait à l'économie, la sécurité des locaux, ça va être important, la connectivité, comme Caroline le disait, et puis l'accessibilité du territoire. Est-ce qu'on se trouve, oui ou non, loin de Paris? Est-ce que c'est bien un territoire bien desservi? Tout ce qui va être attrait aux transports locaux et aux mobilités durables, est-ce qu'on a mis des choses en place? On va reprendre aussi une partie sur l'emploi et la fiscalité. Voilà, donc ça, c'est plein de petits indicateurs qui vont permettre, en fait, voilà, une fois additionnés, d'établir des scores par thème et donc un score d'attractivité. Donc, on n'est pas allé voir tout dans le détail, mais moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est important, une fonctionnalité pour nous qui est devenue assez essentielle. On a la possibilité, puisqu'en fait, notre équipe met à jour de façon mensuelle la donnée. Donc, tout ça va être historisé et implémenté dans le cadran. Et donc, on a la possibilité d'aller voir, de remonter jusqu'à mai 2020 en termes de données. Donc, ici, on part par défaut sur la dernière année, mais voilà, je sais que pour certains, ça va être important de voir, notamment sur les derniers mandats, donc sur les 5 dernières années, comment un petit peu a évolué le territoire. Ça peut être aussi depuis la sortie de l'été ou au sein de l'été, donc le dernier trimestre, la dernière année. Enfin voilà, ça peut être vraiment, on va dire, la période que vous décidez de choisir. Et puis, par défaut, on a une comparaison de groupe. Donc, les EPCI qu'on a mis ensemble dans les groupes dits similaires, mais vous avez aussi la possibilité de venir ici et de sélectionner n'importe quel EPCI auquel vous souhaitez être comparé. Donc là, on va rester sur le groupe, par exemple. Mais voilà, vous avez, par exemple, sur un an, comment s'est comporté le score d'attractivité. Donc là, on voit qu'il est resté plutôt stable. Au niveau du classement, on n'a pas beaucoup chuté, en tout cas très peu. Au niveau de l'évolution résidentielle, on a gagné en termes de score, on a gagné 0,1 point, on a gagné des places au sein des classements, et puis on peut aller voir aussi le détail. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre aussi à Caroline, j'imagine, d'aller chercher voilà, au lieu d'aller soi-même faire le travail de recherche, on a directement la possibilité de venir comprendre un petit peu ce qui s'est joué au sein de cette dernière année. Et donc, on va avoir effectivement des évolutions qui sont plutôt bonnes ou mauvaises, ou des indicateurs qui sont restés stables, mais en tout cas qui vont avoir un impact sur les scores. Et puis, on a la dernière possibilité, c'est d'aller voir au niveau communal. Donc là, on a toutes les communes du Pays de Lorient. Et donc là, c'est si on veut aller zoomer sur une commune en particulier et connaître sa donnée. On n'y apposera pas de score d'attractivité, mais en tout cas, ça permet de connaître le poids de la commune au sein de la collectivité. Je sais que, par exemple, sur Lorient, il y a 4 musées qui sont identifiés quand la collectivité, le PCI, en comptabilise 12. Et donc, ça me permet d'avoir du chiffre un peu plus en détail sur une commune et parfois de relever des données, des connaissances qu'on n'avait pas forcément. Voilà pour la petite démonstration. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Fanny. Du coup, on va arriver à la fin du webinaire. On va pouvoir passer aux petites questions s'il y en a. Donc, on a une petite question. Dans l'exemple de Lorient est une collectivité importante. L'outil est-il adapté pour une plus petite collectivité? Fanny, je pense que... Oui, bien sûr. Moi, je trouve que l'outil, justement, il va être vraiment adapté pour les petites collectivités. C'est vrai que de par mes divers échanges que je peux avoir avec les petites collectivités, on identifie un vrai besoin de recenser de la donnée. Et donc, souvent,
les petites collectivités ont ce problème justement de ce manque de temps, ce manque d'outils, parfois même de compétences. Je rencontre beaucoup de personnes qui vont être seules sur leur poste et qui vont devoir justement faire parfois ce que peut faire une équipe de 5 personnes au sein d'une plus grosse collectivité. Et du coup, ça leur permet justement, avec le cadran, de gagner énormément de temps. Voilà, pour la faire courte. Okay, très bien. En fait, ouais. C'est vraiment l'intérêt des groupes où on est sur un échantillon comparable d'intercommunalité comparable. Alors, c'est vrai qu'une petite, au niveau national, il y a des effets de taille qui vont faire que, de toute manière, on n'est pas dans les... Enfin, ça va être compliqué d'être dans les premières places du classement puisqu'il y a des effets de taille. Mais l'intérêt, c'est d'avoir les groupes de comparaison où là, effectivement, on peut avoir des intercos comparables et puis se positionner et se comparer. Parfait. Autre petite question. Pour une collectivité partant de zéro dans la mesure de l'attractivité, combien de temps faut-il prévoir pour obtenir des données exploitables? À partir du moment où, effectivement, nous, on délivre un accès au cadran, c'est vrai que la donnée, elle est tout de suite exploitable. On délivre... Alors, on ne remet pas le cadran comme ça entre les mains des équipes. Et puis, il y a vraiment derrière un accompagnement, une formation. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a l'accès au cadran, on a accès à la donnée. Toutes les données sont renseignées. Il n'y a pas besoin pour une collectivité de renseigner ces données. Donc, elles sont toutes lisibles à partir du moment où on a l'outil. Et nous, là-dessus, on vient accompagner les collectivités, parfois en mettant... je sais que Caroline, notamment, a pu accompagner certains de nos clients sur l'élaboration de leurs premières infographies en partageant parfois des exemples de ce qui avait été fait sur l'agglomération de Lorient. Mais nous aussi, nous proposons dans l'abonnement, c'est inclus des infographies qui vont être personnalisées. Donc, parfois, effectivement, on peut faire le travail pour la collectivité, mais en tout cas, on les accompagne sur l'élaboration, sur comment comprendre la donnée, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, comment l'utiliser. Parfait. J'ai deux petites questions. Donc, je me dis, outil très intéressant. Quel est le volet financier, prix de l'abonnement? Est-ce que ça a été abordé? Il ne me semble pas que ça a été abordé. Donc, Fanny, je te laisse y répondre. Oui, alors, le prix de l'abonnement, ça, c'est des choses qui rentrent en concertation au moment, en fait, où nous, on fait une démonstration de l'outil avec une collectivité. Il faut savoir qu'on a un pack qui comprend en fait un nombre d'utilisateurs qui va comprendre donc l'accès au cadran à l'outil de façon à l'échelle territoriale et aussi communale. Mais après, on peut venir jouer en fait sur plein d'options. Il faut savoir qu'on peut augmenter ou diminuer son nombre d'utilisateurs. Parfois, il y a des services qui n'ont pas du tout en avoir besoin et d'autres, pour le coup, qui vont vraiment se partager entre le service, le pôle touristique, le pôle communication, qui a souvent accès au cadran. Moi, je me rends compte, les équipes du DGS, tout ce qui va être le pôle développement économique. Enfin, voilà. Et pour d'autres, je sais qu'on a parfois 1 ou 2 utilisateurs. Donc, on va avoir ça. On va avoir aussi la mise en place d'infographies personnalisées, comme je disais. Oui ou non, il y a des équipes derrière qui sont en place qui peuvent le faire. Ça aussi, ça peut avoir un effet sur le coût de l'abonnement. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que le mieux, c'est de prendre le temps avec chaque personne qui serait intéressée, déjà pour faire une démo propre à son territoire et puis voir un petit peu est-ce que vous avez besoin qu'on vous fournisse aussi de façon sous format Excel la donnée de façon mensuelle, est-ce que c'est du one-shot? Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut aborder lors de ces échanges. Très bien. Dernière question. Qui contacter quand on est intéressé? Du coup, vous pourrez contacter Fanny Rio. Il y aura son contact à la fin du webinaire. Et de toute façon, la présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire. Donc, il me semble qu'on n'a plus de questions. Ah, si. Fanny, dernière question. Peut-on tout de même avoir une fourchette de prix pour avoir une idée? Alors,
ce serait un petit peu difficile. Il faut voir en fait déjà aussi en fonction parfois de la taille de la collectivité. Je sais que alors sur les petites et en enlevant toutes les options, là de tête ce serait un peu compliqué. J'ai pas forcément, parce que c'est des choses qu'on fait à façon. Savoir que voilà, l'abonnement c'est sur 1 an. Il y a voilà, entre l'accompagnement, les infographies, qu'on prenne ou pas, une fois l'utilisation que vous en faites, en tout cas, je pense pouvoir dire qu'on peut être entre 4 000 et 7 000 l'année pour l'abonnement. Mais après, voilà, il y a plein de choses qui font que sur les budgets, on a plein de leviers aussi d'action pour coller au plus proche des budgets des collectivités. Parfait, merci. Donc, on arrive à la fin des questions. On va juste vous poser 2 dernières petites questions de sondage. Donc, la première, seriez-vous intéressé d'être recontacté par notre équipe dédiée Le Cadran, donc Fanny? On vous laisse le temps d'y répondre. Et ensuite, le webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Donc, ce qui nous permettra de savoir si on a vraiment répondu à la question découvrez comment mesurer votre attractivité pour mieux la développer. Et donc, une fois que vous avez répondu à ces questions, donc on va arriver à la fin du webinaire. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. On espère que ce webinaire, du coup, a pu répondre à toutes vos questions et à mieux comprendre les enjeux abordés donc, par l'attractivité dans les territoires. Et nous restons bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, Fanny pourra répondre à vos questions. Il y a son contact juste à la fin, là, sur la dernière slide. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, Fanny, Caroline. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'être rendu disponible et de rester jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup à tous et très bonne journée. Et merci à vous. Au revoir. Au revoir.